Vas-y, je t'écoute. Bon, ça va vous paraître un petit peu dément, hein. Mais je viens de voir mon film au cinéma. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais, ça a l'air complètement fou, mais c'est la réalité. Je viens de voir mon film dans une salle, avec du public, quoi. Le film existe, hein, Bob, je l'ai vu, et en plus, il est très mauvais. Il me dit qu'il a vu son film au cinéma, enfin, ton film, et que c'est très mauvais. J'ai fait exactement le même rêve la nuit dernière. Je découvrais mon film dans une salle et j'essayais d'interrompre la projection. Ah bah voilà, c'est ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast de l'Arvor, organisé par les étudiants de L3 de l'Atelier Critique, donc en partenariat avec l'Université Rennes 2. Bonjour à tous et à toutes. On a un petit programme aujourd'hui, on va parler de 6 films. Certains ont été vus par plusieurs étudiants de l'atelier, d'autres par un ou une seule étudiante. Donc vous aurez à la fois de la discussion, des critiques orales, il y en a pour tous les goûts. Et donc on va commencer par Dali de Quentin Dupieux. Oui, donc le Dali de Quentin Dupieux, le retour de Quentin Dupieux avec son normalement premier de ces 2 films annuels. Dans un premier temps, j'aimerais dire que moi je suis un très très gros fan de Quentin Dupieux, je suis un pro Dupieux. Et de 2, c'est dommage de faire ce podcast à la fin de sa distribution. Je pense qu'il reste encore peut-être 1 ou 2 semaines, je pense, pour lui, mais dans tous les cas, je pense que c'est important d'aller le voir le plus possible, même s'il reste plus beaucoup de temps. J'ai expliqué pourquoi, mais le cinéma de Dupieux, je trouve, est extrêmement important à l'heure actuelle en France. Donc Dali raconte l'histoire de Salvatore Dali, donc en faux biopic, parce que bien sûr c'est dans l'univers de Quentin Dupieux, donc ça va partir dans tous les sens. Mais donc on assiste à... Donc c'est Anaïs de Moustier, le personnage d'Anaïs de Moustier, qui cherche à faire une interview de Salvatore Dali, qui s'avère très très laborieux de par les problèmes qu'elle va rencontrer, plus le caractère très, excentrique de Salvatore Dali, qui va ici être joué par 6 acteurs, d'où les 6 A dans le titre. Donc on a, si je me rappelle bien, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Édouard Baird, Pio Marmaille, Didier Flamand, et je sais plus c'est qui le dernier. Je sais pas si je les ai tous dit. Je crois qu'il m'en manque un. Bon, tant pis. Donc c'est du très très classique Quentin Dupieux, je trouve. Après un Yannick, qui était un chef-d'œuvre pour moi, mais qui était très très terre à terre. C'était linéaire, ça allait, ça ne partait. Enfin, c'était absurde techniquement, mais ça restait quand même compréhensible, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment le mot, mais tandis que là, Dali, on est plus sur un réalité, c'est-à-dire que ça va être un enchaînement de séquences qui des fois vont être des rêves, puis après on sort du rêve, mais en fait on est encore dedans, on sait plus quelle est la réalité, qu'est-ce qui se passe, à quel moment de l'histoire on est rendu, et ce qu'on retrouvait finalement dans Réalité, avec cet humour très, très déstabilisant, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens. Pour moi, c'est toujours un plaisir de voir ce cinéma qui change, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui en plus fait des entrées. Enfin, moi, quand j'ai été, c'était, je sais plus, ça faisait 1 semaine, 2 semaines qu'il était en salle, et la salle était remplie. Et j'étais content de voir ça, parce qu'il sort la même semaine que Cocorico, avec Christian Clavier, que j'ai pas vu, mais voilà quoi, il suffisait de voir les 2 bandes annonces, il y a pas photo. Et Quentin Dupieux, moi je trouve que c'est important qu'il revienne à chaque fois, même si c'est des films de 1h, 1h15. C'est un vent de fraîcheur dans le cinéma français. Voilà, je sais pas si quelqu'un d'autre veut enchaîner sur... Personnellement, j'ai absolument pas aimé le film. J'aime plutôt bien le cinéma de Dupieux de façon générale, mais là je trouve que c'est assez catastrophique à un peu tous les niveaux. Déjà, le film tente des choses, ça pour le coup je peux lui reconnaître, il tente beaucoup plus qu'un Mandibule par exemple, ou que d'autres films de Dupieux.
Il tente notamment d'expérimenter des choses sur la notion du temps, etc., avec des dilatations du temps, etc. Mais je trouve que les idées peuvent être bonnes, mais ne pas trop marcher de façon globale. Et je pense notamment que le pire, c'est à une scène où où il met le son à l'envers. Il inverse l'image et le son dans une tentative assez désastreuse de faire du David Lynch. Sauf que ça fonctionne pas du tout. Il n'y a clairement pas le talent d'un Lynch. Et j'étais juste devant me dire, d'accord, il a fait ça, très bien, bon. Mais je trouve que ça marche pas du tout. Sinon, les acteurs... Alors l'idée d'avoir 6 acteurs pour incarner un seul personnage, pourquoi pas ? Je trouve que l'idée est assez intéressante. C'est l'idée de dire que c'est le personnage qui compte et pas l'homme, qui est une idée qui est assez explicitée aussi dans les dialogues du film. Mais par contre, je trouve que les acteurs surjouent beaucoup. Et c'est une tendance qui est assez fréquente dans des comédies françaises. Et le problème de ce surjeu, c'est que Dali, c'est un personnage excentrique. Sauf que du coup, si on surjoue l'excentricité, on voit que le surjeu et plus l'excentricité. Du coup, ça m'a pas mal gênée. Donc ceci dit, je trouve quand même qu'il y a quelques bonnes idées. Je pense notamment à une scène avec une pluie de chiens morts, qui est assez surprenante et qui pour le coup marche assez bien. Mais de façon globale, j'ai trouvé le film assez sage. Il y en a pas mal qui l'ont qualifié de surréaliste. J'ai pas trouvé le film si surréaliste que ça au final. Et oui, j'ai trouvé qu'il y avait des idées, qu'il y avait des tentatives, mais qui ne fonctionnaient pas vraiment. Et j'ai pas non plus trop ri devant le film, et il me semble pas que la salle riait beaucoup non plus. Donc, ouais, je trouve que c'est un des pires Dupieux, qui est pourtant un réalisateur que j'aime plutôt bien et qui avait fait effectivement un très grand film avec Yannick. Je vais revenir du coup sur ce qui a été dit. En vrai, je peux comprendre que le film est déstabilisant, qu'il est décevant. À la limite, bon, moi je trouve que les acteurs ça marche par exemple, donc ça c'est peut-être juste que chacun comment va le ressentir, mais je trouve que notamment Jonathan Cohen et Edouard Baird, je les trouve absolument parfaits. Donc c'est peut-être juste une question de comment on ressent, comment on le voit. Mais moi je trouve qu'ils sont tous Salvatore Dali, chacun des acteurs, et notamment donc Jonathan Cohen et Edouard Baird, dans leur surjeu, dans leur excentricité, je trouve que ça marche. T'as parlé de la question du temps et je suis d'accord. Moi ça fait quelques films que Quentin Dupieux évoque cette question du temps qui passe et de la vieillesse et de la peur de la vieillesse. Et donc là on retrouve ça avec Salvador Dali qui se voit plus vieux et dans un fauteuil roulant et qui a peur de ça. Je suis d'accord, c'est peut-être pas un film hilarant où on va vraiment taper des grosses barres, mais je sais pas si vraiment c'est le but, parce que je trouve le film drôle sans... Genre ça me fait rire. J'ai pas tapé une barre, mais je trouve quand même que ça marche en fait. Genre... Il y a ce côté très décalé, très je sais pas comment le dire, genre ça a fait cet effet sur moi où j'étais la scène des chiens, la scène du tableau, du chasseur, enfin c'est tellement barré, tellement décalé que moi j'ai plaisir à retrouver ce côté-là de Quentin Dupieux. Je trouve la scène du rêve qui se répète, enfin non pas du rêve, je confonds qui raconte son rêve, son cauchemar, le prêtre qui raconte ça, et qu'il le fait 3 fois ou 4 fois, et qu'à chaque fois, la 3e fois, on n'était plus vraiment surpris. Moi, je m'y étais attendu, mais la 2e fois, et là, je me réveille, j'étais en mode... Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment très marrant. Moi, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà. Alors, effectivement, la répétition de la scène de rêve marche plutôt bien. Il y a pas mal de comiques de répétition dans le film. Mais je trouve qu'en général, ils sont souvent un peu trop poussés. Justement, comme tu dis, la 3e fois, on s'y attend et ça marche plus trop. Mais sinon, ça peut marcher des fois un peu. Je pense aussi la fin, qui marche aussi sur un comique de répétition. Et les comiques de répétition, oui, marchent... je me répète un peu, mais marchent un peu dans le film. Mais je trouve qu'ils sont jamais pleinement satisfaisants, que c'est un peu trop gros, qu'on s'y attend un peu trop, et qu'il y a parfois la répétition est un peu trop répétée justement,
et ça devient un peu lassant et ça casse l'effet humoristique. Non, moi je voudrais vous entendre sur quelque chose qui m'interroge dans le cinéma Dupieux, dont je suis pas vraiment hyper... je suis pas fan de tout. Mais ce truc de l'efficacité comique, c'est quelque chose qui m'interroge parce que je pense qu'en fait, effectivement, on a toujours tendance à dire que c'est des films comiques. Mais pour moi, j'ai l'impression que Dupieux, il fait tout pour justement que les gens arrêtent de rire. Enfin, ce truc. Mais je sais pas si c'est apporté à son crédit ou à son discrédit, mais ce truc du comique de répétition dont vous parliez, le fait de le faire répéter, il le fait plusieurs fois. Effectivement, ce récit de rêve enchâssé. On a aussi ce gag du couloir interminable et tout ça, qui effectivement, on pourrait le rattacher à de l'écriture comique et tout ça. Mais il le fait tellement souvent que je pense pas qu'il veut épuiser le gag, en fait. Il y a ce truc-là chez Dupieux, j'ai l'impression. Je pense pas qu'il cherche à la fin que cette répétition crée justement l'effet du comique de répétition. Il cherche au contraire à ce que au bout d'un moment, une fois qu'on a vu le comique de répétition, ça y est, on a rigolé, on le refait pour créer une sorte de, peut-être, je sais pas si ça peut être du malaise, si ça peut être au contraire le truc déstabilisant dont tu parlais, mais et je sais pas trop ce qu'il cherche, mais en tout cas il y a une sorte de le truc de l'efficacité du comique de répétition. Je pense que la question de l'efficacité chez Dupieux, elle est pas opérante. Enfin, c'est-à-dire que lui, il va chercher ce qui est pas efficace du tout, quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Par contre, la question du malaise et du côté déstabilisant que ça pourrait créer, personnellement, je le ressens pas. Je ressens juste une lassitude où ça me sort un peu du film et où je me dis, bon, il le fait encore une fois, on s'y attendait. Et typiquement, la scène où il essaye un peu d'imiter du David Lynch, chez David Lynch, quand David Lynch inverse l'image et le son, et on a cette idée ce malaise qui est créé justement, et j'ai absolument pas ressenti ça devant le film de Dali. J'étais très extérieure à me dire, ok, il a inversé le son, et voilà. Donc je trouve qu'il y a il y a un désamorçage de l'humour qui est peut-être volontaire, mais j'ai pas l'impression que ça a créé quelque chose d'intéressant derrière. Moi, sur la question du déstabilisant, alors, je réfléchis en parlant, mais je me dis que pour faire un truc déstabilisant, il faut être sur un terrain stable, en gros. Enfin, il y a ce truc où on crée de l'instabilité, puis après on la déstabilise, et puis voilà. Mais si le film il est dès le départ sur un terrain instable, tu peux pas vraiment trop déstabiliser les gens. C'est pour ça que moi, je sais que Réalité, j'avais eu un rapport de spectateur où j'avais bien aimé. Parce que je me disais, au début, voilà, le récit, il est plutôt simple, il y a un enjeu assez clair de quelqu'un qui doit faire un film ou je sais pas quoi. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais où c'est que t'es ? Là, t'es déstabilisé parce que tu crées une étrangeté petit à petit. Au final, voilà, tu es un peu paumé dans ces différents niveaux de représentation. Alors que dans Dali, à la limite, directement, tu es peut-être dans quelque chose avec ces acteurs qui changent, une narration un peu éclatée comme ça, moi, ça me donne pas l'occasion d'être déstabilisé. Parce qu'en fait, tout de suite, tu es dans un film dont les règles sont claires, il n'y a pas de règles, où il y a un truc comme ça. Donc, c'est pour ça encore, moi, je me pose la question, je ne suis pas trop fan de Dali, mais je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Moi, je regarde ça avec un peu un désintérêt poli, mais c'est pour ça que chaque fois, je me dis, mais pourquoi déstabilisant ? En quoi c'est déstabilisant ? C'est vrai que chez Lynch, la comparaison avec Lynch... Je ne sais pas si elle est opérante, mais effectivement, quand on cherche un cinéma un petit peu différent, c'est forcément Lynch va revenir. Mais chez Lynch, ce côté très étrange, il est basé aussi sur quelque chose où il va aller dans un univers que les spectateurs connaissent. Il va faire un film noir, on est dans un des archétypes de film noir, le spectateur il connaît, et hop, je tords le truc. Et donc du coup, on est dans une autre dimension, parce qu'on avait l'impression d'être dans une dimension qu'on connaît. Chez Dupieux, il n'y a pas tant que ça. Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que chez Dupieux, on se dit, mais il va directement dans un truc absurde. Donc c'est couillu. Mais moi, ça ne marche pas du tout sur moi. Je vous avais dit que j'allais parler trop. Voilà. Moi j'ai beaucoup ri. Ça m'a beaucoup amusé, mais je trouve que... Je ne sais pas du tout ce qu'il essaye de faire non plus, loin de là, mais je trouve qu'il a c'est un univers complètement barré, en fait, il y est allé à fond. Le comique de répétition, sur moi, ça a marché. Ce que j'ai aimé, on parlait des 6 acteurs ou 5 acteurs qui interprètent Dali. J'ai trouvé ça intéressant dans cette forme, en fait, d'utiliser en fait plusieurs acteurs.
Je trouvais que peut-être qu'il avait aussi quelque chose à dire, en fait, ou peut-être que ça révélait quelque chose, en fait, de la personnalité aussi de Salvador Dali, en fait. Ça, je me suis dit, peut-être que... Je me suis posé la question de pourquoi avoir choisi, en fait, 5 acteurs. Et je me suis dit, peut-être que c'était aussi nous dire, alors ouais, c'est joué de manière un peu différente. Oui, un surjeu, je suis d'accord avec ce que vous avez dit aussi. Ça m'a pas dérangé, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait de solliciter 5 acteurs pour jouer en fait le rôle d'un seul et même personnage, pour nous montrer différentes facettes aussi de ce personnage. Et sur tous les effets comiques de répétition, jusqu'au bout en fait, jusqu'à la fin, on a cette répétition aussi de la fin. Il change la fin à chaque fois. J'ai trouvé que ça racontait aussi quelque chose en fait du cinéma. Comme s'il jouait un petit peu avec en fait la forme même cinématographique. J'ai l'impression qu'il s'est amusé aussi, mais après, moi ça m'a amusé. Voilà. Bon, et bien si c'est tout sur Dali, on va pouvoir passer au prochain film qui sera donc une critique solo. Il s'agit du film Il reste encore demain. Ok, donc c'est un film que j'ai vu très très récemment de Paola Cortellesi. Alors moi perso, je me suis pris une claque parce que c'est un film vraiment vraiment puissant qui parle effectivement on peut dire de féminisme quand même. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans la forme du film, c'est qu'on est plongé effectivement dans les années donc tout juste après la guerre, 46-47. Ça parle en fait du droit de vote des femmes. Mais on ne le voit pas venir tout de suite. Ça parle de la liberté des femmes. On ne le voit pas venir tout de suite. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, donc c'est un film en noir et blanc. Donc on est plongé en fait dans le passé, dans ce passé effectivement d'après-guerre. Et elle a réussi à amener en fait une grande modernité en fait dans le film, de par notamment la musique, qui fait que du coup ça vient résonner en fait très profondément. Ça vient vraiment résonner. Aujourd'hui, en fait, dans le contexte actuel, dans ce contexte effectivement aux couleurs du féminisme, dont on parle très souvent, et en ça, j'ai trouvé vraiment que c'était hyper intéressant d'avoir en fait ce noir et blanc, cet historique, ce contexte historique, et en même temps d'y amener en fait une grande modernité. Et si l'objectif, et si un des objectifs du cinéma, je dis bien un des objectifs, je ne sais pas, mais un des objectifs, c'est de transmettre quelque chose, là, j'ai trouvé que ça a marché. Vraiment. Et du coup, j'ai trop court ce micro là, franchement, ça va pas du tout. Qui a installé ça? Non, c'est bon. Quand tu dis la modernité, tu parles vraiment en termes de la problématique du féminisme qui est abordée, ou c'est aussi formel? Parce qu'en fait, je dis ça parce que oui, cette problématique-là, en fait, elle est ni moderne ni classique ou je sais pas quoi. C'est juste un regard éventuellement. C'est pas non plus spécifiquement contemporain, mais en termes de narration et tout ça, est-ce qu'on est aussi dans quelque chose un peu qui serait un mode de narration un peu comme un film d'époque, un peu classique et tout ça, ou au contraire ça prend plutôt dans cette façon de raconter ou de mettre en scène quelque chose qui serait plus vraiment pour le coup très moderne ou contemporain? C'est plus dans la mise en scène, parce qu'en fait dans la narration c'est assez classique. On est vraiment dans une narration des années 40-50 avec ce positionnement très clairement patriarcal. Ça c'est très clair. Mais dans la mise en scène, par exemple, il y a un moment de dispute en fait entre l'homme et la femme, et donc très violent où il s'en prend vraiment physiquement à elle, et d'un coup, on a une musique hyper légère, et en fait, dans le dialogue en fait physique corporel qui est violent à ce moment-là, tout d'un coup, ils se mettent en fait à chanter et à danser, quoi. Donc là, effectivement, je trouve qu'il y a dans cette mise en scène, il y a vraiment un aspect contemporain, et aussi par le choix de la musique. Par le choix de la musique qui accompagne l'image à ce moment-là, qui accompagne en fait le mouvement de libération de cette femme.
Et là, en fait, il y a un truc qui se passe quand même dans la salle, quoi, à ce moment-là, quoi. Parce que ça crée un décalage, du coup. Ça crée un décalage, oui. ouais. Et c'est Ça- vraiment une pure scène de comédie musicale, vraiment. Enfin, je veux dire, où on passe dans un espace mental, ou c'est un. Ah ouais, non, ça c'est fait vraiment vraiment dans penser, la- ok. bien sûr, on pense effectivement à la comédie musicale, ça décale un peu le propos. Ça décale un peu le propos, en fait, mais en même temps, ça vient nous parler là, aujourd'hui, en fait, dans le contemporain, quoi. Je suis pas totalement sûre de comprendre. Du coup, elle transforme une scène de dispute et d'agression d'un homme sur une femme en scène de danse entre les deux. Je suis pas sûre de saisir ce que ça veut dire exactement. Eh ben, à l'image, hein, techniquement, précisément, à l'image, en fait, l'homme agresse la femme. Et d'un coup, en fait, il y a cette musique, qui n'est pas la même dont je parlais tout à l'heure, musique qui est en décalage parce qu'elle est très légère par rapport à ce que nous voyons à l'écran. Et ensuite, ils se mettent à danser. Ils se mettent vraiment à danser, en fait. C'est une danse, en fait. Alors, c'est encore très frais dans ma tête, donc faudrait se poser la question, pourquoi cette danse, en fait ? Pourquoi ramener quelque chose qui est de manière traditionnelle, légère, ou en tout cas on n'y voit que du positif ? Une danse, c'est positif, on va se dire, voilà, c'est de la musique, on danse, on s'amuse. Voilà, ça Il y a un interroge. truc c'est un contrepoint radical, quoi. C'est un contrepoint radical, ouais. C'est peut-être ironique aussi. Un peu. Enfin, en tout cas, il y a forcément un peu une base de ça, quoi. Enfin, j'espère, comme ça. D'accord, merci. C'était très intéressant et très intriguant comme critique, non, mais vraiment. Donc on garde ce film en tête. Il reste encore demain. Et on va passer donc à un sujet tout aussi léger et joyeux. On va donc parler un peu tous ensemble de Zone of Interest de Jonathan Glazer. Alors, du coup, oui, le fameux film La Zone d'intérêt qui a quand même fait beaucoup parler depuis ces derniers mois. Il est sorti en France, en tout cas, le 31 janvier. Et c'est vrai que pendant tout le mois de février, en tout cas, moi, je trouve que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui parce que, surtout sur les réseaux sociaux, c'est un film qui a été considéré par beaucoup de gens, en tout cas, comme un chef-d'œuvre. C'est un film, du coup, qui va parler d'Auschwitz. Et ce qui va, on va dire, le différencier de d'autres films qui traitent de la Shoah, c'est que lui, en fait, il va prendre un parti pris, c'est que tout ce qui va se passer dans le camp d'Auschwitz, en fait, nous, en tant que spectateurs, on ne le verra pas directement. Ce sera suggéré, soit par l'image, donc en arrière-plan, soit par les dialogues. Parce que, du coup, on va suivre le personnage principal, c'est le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et qui, en fait, habite avec sa femme et sa famille vraiment juste à côté du camp. Donc, complètement collés en fait, donc à chaque fois qu'on les voit vivre par exemple dans leur jardin, derrière, en arrière-plan, nous on a le grand mur du coup qui les sépare du camp, avec par exemple régulièrement on va voir de la fumée qui va s'en échapper ou ce genre de choses. Donc on est vraiment sur un parti pris qui est quand même assez original de suggérer la violence, suggérer l'horreur sans directement la montrer en fait. Ce qui est quand même assez original pour un film qui traite de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en général, c'est quand même des films assez poignants, justement. Et c'est vrai que celui-là, pour ça, change beaucoup. Personnellement, moi, j'en avais entendu énormément de bien, donc forcément, j'étais très intriguée d'aller le voir. Donc je suis allée le voir, mais j'ai été un peu déçue quand même. Je reconnais que c'est une très très bonne idée et que oui, c'est vraiment très intéressant, mais personnellement, moi, ce film m'a un peu laissé dubitative parce que, en fait, le fait que tout soit suggéré, en fait, personnellement, j'ai trouvé que c'était trop suggéré et en tout cas, j'ai pas réussi à être investie émotionnellement dans le film,
à cause de ça, parce que du coup on suit un petit peu la vie de cette famille, du commandant, même si parfois on a un petit peu le côté, son aspect de son travail, il va en parler. Il y a même par exemple à un moment donné, il a un rendez-vous pour parler des nouveaux fours, enfin je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais du coup pour tuer les juifs. Donc on a quand même cet aspect qui est quand même un peu représenté, donc par le biais des discussions et tout ça. Mais de manière générale, c'est quand même une famille qui... ouais, c'est difficile à expliquer parce que c'est sûr que... En fait, ils sont là, ils vivent leur vie, surtout sa femme qui, elle, est très heureuse. En fait, c'est un peu leur vie de rêve. Ils adorent où ils habitent. Pour eux, ils ont vraiment réussi leur vie. Ils sont vraiment... super heureux, ils sont très à l'aise, ils sont très confortables, ils sont aisés, ils trouvent que c'est un super bon endroit pour élever leurs enfants, ils sont vraiment ravis d'où ils habitent et du coup on les voit un petit peu vivre dans cette petite vie de famille tranquille avec le père qui rentre tous les soirs du camp du coup pour s'occuper de ses enfants, leur lire des histoires avant de dormir. Mais personnellement, j'ai pas trouvé les personnages... on va pas dire attachants parce que forcément ils sont pas attachants, mais dans le sens pas attachants dans le sens forcément que c'est normal qu'ils vont pas être attachants, mais c'est pas attachant, je sais pas quel mot dire, mais dans le sens où moi personnellement je m'en fichais un peu de ce qu'il allait leur arriver, de leur sort ou de leur et d'un autre côté même pour du coup l'horreur qui se passait derrière, c'était tellement suggéré que du coup ça pouvait pas non plus me toucher. Donc j'ai un peu été touchée par rien dans ce film, mais le problème c'est que j'ai juste rien ressenti. Il était intéressant à regarder, mais je sais pas, moi personnellement j'ai pas vraiment de conclusion. En fait il m'a pas déçue, enfin si il m'a déçue, mais j'ai pas été triste, j'ai pas été en colère, j'ai pas été joyeuse, j'ai vraiment juste... C'est personnel, mais j'ai vraiment rien ressenti devant ce film. Alors je trouve ça intéressant ce que tu dis. Je fais juste un petit aparté parce que moi je l'ai pas vu, mais pour le coup je suis pas toujours pour voir les films absolument selon le comment l'ont envisagé, réfléchi leur réalisateur. Je suis fermement convaincue qu'on invente un film aussi en le regardant, mais pour le coup il me semble intéressant de comprendre le dispositif mis en place par Jonathan Glazer pour tourner ce film et les intentions formelles qu'il avait avec ça. C'est-à-dire des intentions, pour le coup, anthropologiques. C'est lui qui le dit dans certains entretiens que j'ai pu voir et justement certaines vidéos où il décortique une scène en expliquant tout le dispositif. Parce que c'est assez particulier, en fait, je pense que tout le monde le sait à peu près, parce que ça a pas mal tourné, mais en fait, il a laissé les acteurs évoluer, jouer leur rôle dans la maison, avec un dispositif avec énormément de caméras qui filmaient un peu sous tous les angles, et l'équipe technique était pas sur le plateau, elle était cachée, invisible des acteurs, et donc il y avait vraiment cette volonté de s'immiscer dans l'intimité d'un couple qui pour le coup est une représentation de ce qu'on peut appeler les pires humains de l'histoire en fait. Et le fait que tu dises que tu ressentes rien et que tu sois déçu, je pense que on aborde ce film, si on aborde ce film en tant que divertissement, c'est pas forcément la meilleure manière de le voir. En tout cas, quand j'irai le voir, je me dirais pas que je vais le voir juste pour regarder un film et ressentir des choses, parce que il faut toujours avoir en tête ce qui est suggéré justement, et tu dis que c'est un peu trop suggéré peut-être, mais à mon avis, il faut toujours l'avoir en tête et se dire, il y a des millions de personnes qui sont en train de mourir dans des conditions atroces derrière ces murs, et ces gens qu'on observe dans leur intimité et dans leur petite vie douce et joyeuse sont responsables de ça, et il faut jamais l'oublier. Et pour le coup, c'est ça qui peut rendre le film extrêmement dérangeant, je pense. Et j'attends l'avis des autres personnes qui l'ont vu sur ça. Justement, ce qui est très fort avec le film, c'est que pour moi, on ressent une inhumanité envers les persos qui est folle. En fait, parce que tout le long, on est dégoûté par eux. Moi, je sais qu'en sortant de la salle, il y a des moments où ils font des petites blagues entre eux, où ils vont parler. Moi, j'étais juste devant en train de me dire, mais j'ai pas envie de vous suivre, en fait. Vous me plaisez pas, étonnamment. Et du coup... tout le long, on les suit, mais justement, ce que j'ai bien aimé avec ce qui est suggéré,
c'est qu'on va justement imaginer ce qui se passe derrière l'écran, et c'est horrible. On entend juste les cris, on entend juste des bruits de tir et tout ça, et tout le long on se dit mais ces gens-là qui sont tout tranquilles dans leur petite maison, qui même la femme qui va se plaindre quand on lui dit qu'elle va devoir changer de maison, il y a une ironie qui est totale en fait, parce que entre elle qui veut absolument rester ici, parce que elle a construit un super cocon familial pour toute sa famille, et ce qui se passe à côté, qui est juste affreux. Et non, je trouve ça fascinant. Moi, je sais que j'ai passé je vais pas dire un bon moment devant, parce que c'est pas un film où on se dit trop chouette, c'était trop cool, mais surtout que tout le film est très, comment dire, il repousse énormément. Faut savoir que le début du film commence avec 5 minutes d'écran noir. Donc si on n'est pas habitué à ça, faut quand même rentrer dedans. Dès le début, le film nous dit vous allez voir quelque chose qui est quand même assez dur. Et je trouve que le film il remplit totalement son contrat, et tout le long on est assez fasciné en fait par ces gens qui sont horribles. Et tout le long on se dit ça peut pas être pire, et ça devient de plus en plus pire, jusqu'à cette fin que je trouve incroyable où attention spoiler, mais je pense que vous savez. Ah, tu veux pas savoir? Bah, je ne vais rien dire, du coup, mais il y a cette fin qui est incroyable, je trouve, et qui est aussi très ironique. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était un vrai chef-d'œuvre. Sachant que pour l'anecdote, avec mon compère Mathieu, nous l'avons vu à Deauville, au festival de Deauville, mais on l'a vu sans savoir en fait de quoi parlait le film. Ce qui fait qu'on est rentré dans la salle très étonné. Quand on a vu cette petite maison à côté du camp, on s'est dit ah d'accord, ça va être ce genre de film, et on s'y attendait pas du tout, et même je pense que toute la salle ne s'y attendait pas, ce qui fait qu'il y avait un silence consternant tout le long du film. Et non voilà, c'était assez incroyable. Voilà. Moi, je trouve ça très intéressant de savoir la manière dont a été filmé, dont le dispositif qu'a mis Jonathan Glazer en place. Je savais pas, et parce que c'est vrai que ça se ressent, juste de voir la vie de cette horrible famille, juste dans leur quotidien, sans avoir l'impression que c'est, bon, je vais pas dire, on sait que c'est mis en scène, mais il y a cette impression de réalisme qui est assez voyante. Et personnellement je trouve aussi que du coup il n'y a pas de gros plans sur les personnages, sur leur visage, sur leurs expressions, donc c'est un moyen en plus évidemment qu'on n'allait pas s'attacher à eux, mais là c'est vraiment on ressent rien par du dégoût pour eux, on n'a pas envie de les aimer, parce que en plus on voit même pas leur visage des fois genre dans des discussions, dans des dialogues, on voit pas on voit pas leurs yeux, leur visage, leur bouche, juste des corps comme ça qui déambulent, qui parlent entre eux, mais de manière horrible. Des fois, je vais revenir après sur un dialogue. Et sinon, pour le reste, ouais, je trouve le film absolument glaçant. C'est terrible. Il y a certaines scènes qui sont horribles quand t'entends juste les cris derrière les murs pendant qu'eux ils sont là en train de ramasser des fleurs. C'est absolument odieux. Qu'on t'évoque qu'ils ont jeté des corps dans le lac, tu vois les cheminées avec la fumée qui ressort par-dessus, et juste les personnages qui sont là dans leur chambre en train de dormir avec la lumière qui se reflète. C'est absolument horrible, et je voudrais revenir surtout sur un dialogue. C'est pas un spoil, donc je vais juste revenir sur ça qui me reste, qui ne sort pas de ma tête, parce qu'il est absolument odieux. C'est quand il y a du coup la femme de Rudolf Höss, jouée par Sandra Hüller, qui est avec sa mère ou sa belle-mère, je sais plus, dans le jardin. Et donc t'as sa belle-mère qui se plaint, ouais, c'est dommage qu'il y a ce gros mur pas très beau en plein milieu du jardin. Et là du coup on a mis des fleurs pour cacher, parce que comme ça c'est plus joli. Et après ils enchaînent sur du coup la grand-mère qui dit je me demande si mon ancienne gouvernante ou nounou est dans le camp. Ouais, elle était sympa, ça va. Je suis dégoûté, j'ai pas réussi à avoir ces rideaux à la vente aux enchères. J'ai trouvé ça mais absolument, mais tellement, c'est brillant. C'est évidemment c'est évidemment l'effet escompté d'être dégoûté de ça, mais j'ai trouvé cette scène particulièrement incroyable. Juste une petite remarque, vous allez me confirmer si vous avez la même impression, mais des plans et des extraits que j'ai pu voir, ces plans d'ensemble en plan fixe du coup, j'imagine qu'il n'y a que ça pendant tout le film, presque, et ça me fait beaucoup penser justement à des caméras de surveillance, des plans de caméras de surveillance, et qui rajoutent encore ce côté infiltration dans l'intimité,
et observation anthropologique. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a clairement de ça. Après, caméra de surveillance, c'est quand même au sol, donc les caméras elles se voient si c'en est, mais en termes d'infiltration vraiment, ouais, ça me l'a très rarement fait dans d'autres films. Et là, j'avoue il y a plein de moments où je me suis dit, je veux juste m'en aller. En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui est rentré avec eux et que je peux plus sortir maintenant jusqu'à la fin. Et que oui, il y a plein de moments où je me suis dit, non, mais c'est horrible en fait. J'ai pas envie de vous suivre et tout. Puis vous voyez, comme disait Mathieu, par rapport à des blagues même qu'ils font, au départ, pendant une milliseconde, tu dis c'est drôle. Après, tu te rappelles qui c'est qui l'a dit. Tu fais c'est pas drôle. Tu fais non, c'est pas drôle du tout. Et puis non, ça fait longtemps que je l'ai vu du coup, mais je veux juste revenir sur la musique aussi, que j'ai trouvé incroyable, qui est un mix d'électro et en même temps très expérimental et tout, et qui marche très très bien. Justement sur les 5 minutes d'écran noir au début, j'ai pensé à 2001, à l'Odyssée de l'espace dès le début, mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup des films qui commencent comme ça, mais non, tout de suite ouais, ça te met dans l'ambiance assez glauque et tout, et ouais, et non, c'était quelque chose, ouais. Et les seuls gros plans, du coup, on en parlait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de gros plans, les seuls gros plans sur des fleurs, des fois, qui arrivent comme ça dans le film. Voilà. Merci à tous. En fait, oui, non, de toute façon, juste pour dire, moi j'ai ressenti pareil que toi, c'est juste pour que tu te sentes pas tout seul, hein. Ça m'a fait chier. Enfin, c'est pas que ça m'a fait chier, mais c'est marrant parce que le côté dispositif du film, on est deux insensibles, ça va être ça. Non, mais c'est évidemment, je suis très, très sensible à ce sujet-là, mais le dispositif même du film, qui est un dispositif très très fort, moi je me disais, mais en fait ça durerait une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, ça serait quand même le même film. En fait, une fois que t'as capté le dispositif, j'ai pas l'impression qu'il le mène très très loin. Enfin, c'est juste une idée, et au-delà de comment ça fonctionne pendant une demi-heure, après je me dis, bon, d'accord, j'ai compris le principe. Ça reste à cette distance-là, et c'est presque un film que j'aurais plus vu à une biennale d'art contemporain que dans une salle de cinéma, quelque part. Il y a de ça, je pense, dans certaines projections qui peuvent avoir lieu dans des lieux d'art contemporain. Il y a souvent ce genre de truc qui joue avec cette imagerie vidéo aussi, et puis qui interroge aussi la posture de voyeur du spectateur, et puis ou du visiteur de galerie. Après, on va pas aller là-dessus, mais les questions qui ont travaillé Jonathan Glazer et sur ce film-là sont des questions qui ont vraiment agité justement la critique de cinéma, vu qu'on est dans un atelier là-dessus depuis le début. C'est même très primordial, toute cette question de l'irreprésentabilité de la Shoah et de la solution finale. C'est ce qui a donné lieu à la critique contemporaine, à travers des textes de Rivette, et puis plus tard par Lanzmann et son film sur Shoah, où il disait voilà, c'est impossible de représenter ça. La réponse de Glazer, c'est justement celle que vous venez de dire. C'est justement, vu que il y a une irreprésentabilité de cette chose qui est la plus horrible que l'humanité ait faite, voilà, on la repousse hors champ et on la suggère. Et à travers cette chose-là, oui, voilà, on se dit, on ne peut pas mettre en spectacle ça. Mais ceci dit, le mettre en galerie ou le mettre en spectacle, je me dis, est-ce que ça ne revient pas au même, en fait, de créer un dispositif plastique assez intéressant, plutôt que de montrer, genre comme Spielberg quand il fait la liste de Schindler, où il va transformer ça en spectacle un peu touchant et tout ça, ce qui a pu lui être reproché. Enfin, je me demande, moi, c'est quoi la différence, en fait, entre créer une sorte d'objet d'art contemporain, de dispositif assez intéressant, ou faire un spectacle pour les familles comme Spielberg peut le faire. Est-ce que dans les deux cas, il n'y a pas une question un peu morale de créer un peu épineuse, de dire on a créé une expérience pour le spectateur, quoi, avec quelque chose qui est waouh. Moi, dans tous les cas, en tout cas, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez tous dit, et j'entends complètement votre avis. Et c'est vrai qu'en soi, le film, c'est vrai que, en plus, même quand vous le dites, c'est vrai que ça me fait aussi, on va dire plus me rendre compte que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dedans. Et je suis vraiment d'accord sur, objectivement, c'est vraiment un très bon film. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je sais pas, ça a pas fonctionné sur moi. Et même si en plus j'avais conscience de tout ça, que c'était très suggéré, parce que justement j'avais vu non, je suis pas sûre que j'avais vu la bande-annonce, mais en tout cas j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Mais après c'est vrai que c'est
ça reste une question assez difficile à aborder de toute façon, de comment est-ce qu'on aborde ce genre de thème au cinéma, parce que comme tu disais, c'est toujours très délicat, parce que soit tu essayes de le représenter un peu comme un spectacle, mais du coup ça peut être... Enfin, comme un spectacle. De façon spectaculaire, ça peut être malvenu parce que c'est pas quelque chose qui est censé être spectaculaire. Soit t'essayes de le représenter justement d'un point de vue beaucoup plus suggéré, d'un autre point de vue. Mais c'est juste, en fait, c'est sûr que c'est surtout intéressant d'avoir aussi ce point de vue. Et je pense que il faut juste, on va dire que c'est tous ces points de vue après mis bout à bout qui font quelque chose d'intéressant. Hein, on peut enchaîner sur l'autre film. Eh ben, d'accord. C'était une discussion que j'ai trouvée fort intéressante et qui du coup me donne encore plus envie de voir le film pour vérifier qui a raison en fait. Hein, voilà. Cherche pas, c'est moi. On va dire que oui. Mais du coup, bon, c'est peut-être un peu difficile d'enchaîner après ça. Mais on va vous proposer donc 2 critiques solo, entre guillemets, à la suite, en commençant par le film La vie de ma mère. Alors, donc, ce film réalisé par Julien Carpentier, donc un film français, nous raconte l'histoire de Pierre, un jeune homme de 33 ans qui est fleuriste et qui plus ou moins tout va bien dans sa vie au débbi du film, il n'a pas trop de problèmes jusqu'au moment où donc sa mère refait apparition. Donc comme c'est dit dans le film, je crois que elle est atteinte d'un trouble, c'est maniaco-dépressif et que c'est globalement de la bipolarité, en tout cas je crois que c'est ça le terme. Et donc elle revient dans sa vie, elle s'est échappée de la clinique et donc elle est assez incontrôlable en fait, ça se représente dans le film, elle cède à toutes ses impulsions, elle est imprévisible et elle peut passer d'un coup donc, de la joie à la tristesse, à la colère, et donc c'est très compliqué à gérer pour lui, et donc ça va être ce voyage où lui essaye de la ramener à la clinique parce qu'il est épuisé, donc parce que le film nous fait comprendre qu'il s'est occupé d'elle toute sa vie. Et en même temps, donc évidemment, ça va développer leur relation et nous emmener, j'ai envie de dire, nous toucher sur ça en essayant donc de les rapprocher. Donc ce film, donc j'ai envie de dire que c'est un bon film, ça va être assez bref, mais je pense que ça marche. Je connais pas de personnes personnellement atteintes de ce trouble, donc je sais pas si le film le représente bien. Ça fait pas too much à regarder, je trouve, surtout que Agnès Jaoui joue très bien, donc sur ça marche. Ça fait pas trop, ça fait pas surjouer, ça fait pas d'excès. Après, je trouve que le film essaie quand même de tirer les larmes de manière un peu forcée par moments. C'est vraiment regarde c'est triste, regarde c'est émouvant. Et globalement, le film est assez classique dans sa forme, c'est-à-dire que c'est filmé. J'ai pas envie d'être méchant, c'est le premier film de Julien Carpentier, donc bon, c'est efficace, on va dire. Mais il y a vraiment rien d'étonnant ou de surprenant dans la mise en scène. Ça reste très 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 classique. Et donc se repose sur le talent de ses acteurs. Donc Agnès Jaoui, j'ai dit, qui est excellente. William Lebguil, j'aime bien, j'apprécie cet acteur et je trouve qu'il fait un excellent taf dans le film. J'aime bien ses choix de rôle en général. Et donc le scénario, même s'il y a certaines scènes, comme j'ai dit, soit un peu trop pathos, soit un peu trop pas très crédible, j'ai envie de dire. Globalement, ça marche et ça reste un bon film français, un drame français. Je viens de penser à un truc, j'ai envie de dire, vu que c'est classique, t'as l'impression d'avoir déjà vu ce film, techniquement, mais ça reste que c'est un bon moment à passer au cinéma. Et voilà, je pense pas avoir plus à dire sur ce film. Non, ouais, mais effectivement, après, je sais pas, je pourrais pas interroger en tout cas la véracité, en tout cas des symptômes et tout ça, parce que je pense que c'est pas là où le film se situe, mais par contre, en termes de type de récit qu'il peut avoir, effectivement, on peut avoir l'impression de l'avoir déjà vu, mais parce qu'en fait, le film, il a dû être fait plein de fois
genre Rain Man. Alors c'est peut-être pas trop un classique pour vous, mais nous c'était plutôt un classique de ma génération qui passait tout le temps à la télé, hein. Tom Cruise qui se retrouve avec son frère qui lui n'est pas bipolaire, mais en tout cas un trouble du spectre autistique, là, comme on dirait maintenant, mais voilà, et tous les films qui s'évertuent de réunir deux personnes qui sont séparées par une maladie ou un conflit majeur. Voilà, c'est une structure de récit qu'on voit beaucoup, donc c'est en ça que voilà, il emprunte peut-être pas mal à quelque chose qui est assez convenu, dont on voit un petit peu où ça va nous mener. Les deux personnages qui peuvent pas se supporter, enfin l'un peut pas supporter l'autre, et il va finir par passer outre son énervement pour trouver ce qui leur accroche à sa maman, machin. Mais bon, moi j'ai trouvé enfin, je raconte ma vie, moi j'avais commencé à le regarder chez moi parce qu'on a accès au film là, et je m'étais dit, moi pour le coup, quand Agnès Jaoui arrive là, par le coup, je me disais il y a un vrai problème, elle joue pas bien du tout, hein. Toi, peut-être, je sais pas si tu as ressenti ça, mais moi c'est vrai qu'au début je disais c'est pas possible, on est sur un territoire comique, elle doit être chiante pour le personnage, mais elle doit pas l'être pour le spectateur. Il y a ce truc là, c'est que vu qu'on est dans un territoire comique, les gens qui sont c'est comme si les films avec Pierre Richard ou les films où quelqu'un est un casse-couille, il doit casser les couilles d'un personnage, mais surtout pas du spectateur, hein, sinon ça marche pas. Et là je me disais, mais le personnage d'Agnès Jaoui là, elle joue mal, ou elle est mal dirigée, mais je trouve que le film prend son envol, il y a un bel équilibre quand au final les personnages se réunissent ensemble, quoi. Il y a un truc, dans le duo, ça marche bien, mais c'est vrai que ce truc là de personnage, ouais, qui est un peu le rôle de l'emmerdeur. Il y a plein de films qui sont basés là-dessus, quoi. L'emmerdeur aussi, il y a ça. Mais s'il emmerde le personnage, ça le fait pas, quoi. Enfin, s'il emmerde le spectateur, ça le fait pas, il faut qu'il emmerde le personnage. Mais sinon, oui, c'est plutôt classique, mais assez émouvant à la fin, quand même. C'est vrai que c'est vrai qu'elle joue mieux quand ils se rapprochent tous les deux, quand il y a plus de liens et de proximité entre les deux. Dans ses premières scènes, c'est vrai, c'est peut-être, je dirais pas qu'elle m'a embêté, parce que je trouve que ça reste quand même, elle joue quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, donc je dirais pas enfin, en tout cas moi je l'ai pas ressenti comme ça. Peut-être juste plus de la peine qu'autre chose, ou juste de désintérêt, parce que je dirais pas que j'étais rentré dans le film complètement à ce moment-là. Mais oui, si, c'est vrai que c'est plus sur la fin que là on voit plus le talent des deux comédiens, et que ça marche mieux. Très bien, merci pour cet avis. Si vous voulez une reco d'un film où il y a un duo avec une personne qui a une maladie mentale et une autre non, vous pouvez regarder Abou Layla, mais c'est absolument pas ce que vous imaginez. Disons que c'est pas une comédie, c'est plus une espèce de délire onirique et gore. Voilà, donc bon. Ça change un peu des Pierre Richard et compagnie. On va donc passer à la dernière critique solo, même si bon, à chaque fois c'est pas totalement solo non plus de cet épisode, avec Comme un fils. Alors, Comme un fils, donc de Nicolas Boukrieff, avec Vincent Lindon. Pareil, c'est un film assez classique dans la forme. J'ai pas été surprise. Je pense que c'est plus en fait dans le propos, quoi. C'est un propos sur la protection de l'enfance, sur la justice sociale, etc. Donc c'est l'histoire en fait. Et aussi, ça raconte aussi quelque chose du monde de l'éducation. Puisque Vincent Lindon interprète le rôle d'un prof en fait qui est en train de se positionner, qui ne sait pas si il va rester effectivement continuer ce métier ou l'arrêter. Donc il est un peu dans cet entre-deux. Et puis il rencontre effectivement cet enfant un enfant qui en fait vit dans une communauté de tziganes sous la responsabilité de son oncle. Qui l'oblige à voler en fait pour amener de l'argent, et qui en plus effectivement le bat. Donc voilà, donc on a ce côté un peu pathos, mais
mais qui raconte aussi quelque chose de très dur, en fait, puisqu'on voit vraiment cet enfant se faire battre à l'écran, avec les bleus, etc. Et lui, en fait, assiste en fait à un vol, et il essaye de protéger cet enfant, de le défendre, alors que, en fait, il n'a pas la légitimité parentale. Et c'est là où on retombe on est dans un dialogue en fait social où comment protéger cet enfant en fait. Puisque lui n'a pas d'autorité parentale, comment on fait pour le protéger ? Ça veut dire quoi ? Du coup, on le remet, il retourne dans la rue. Et voilà, il y a ce vide, en fait, ça raconte un peu ce vide, en fait, juridique et social, et en ça, le film est intéressant et important quand même à aller voir, parce que ça raconte quand même quelque chose de, voilà, qui est réel. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur ce film. Oui, je suis le seul à l'avoir vu aussi. Moi, c'est pareil, moi c'est un cinéaste en plus que j'aime bien, mais je trouve qu'il est meilleur cinéphile que cinéaste, en gros. Parce que c'est un ancien critique de cinéma, lui, Nicolas Boukrieff, du magazine Starfix, si jamais vous avez déjà entendu parler de ça. Parce que vous êtes sûrement trop jeune pour l'avoir lu, mais c'est un magazine en tout cas hyper important sur la défense de beaucoup de cinéastes qui sont maintenant des cinéastes de premier plan, type Brian De Palma ou Friedkin. Mais c'est effectivement, bon, je l'attends sur des films un peu moins classiques que ça, vous n'avez pas l'impression d'avoir vu plein de fois, mais ça, moi j'ai pas passé un moment désagréable, mais en même temps je me dis c'est quand même, c'est quoi le sujet du film, quoi ? Est-ce que ça serait pas plutôt un récit de guérison de Vincent Lindon ? Tu vois, parce qu'en fait, en gros, c'est ça. Vincent Lindon, il va pas bien au début. Il a plus sa place dans son rôle de professeur au lycée public, et en fait, il va se retrouver une sorte de légitimité paternelle, parce qu'on apprend aussi qu'il est en deuil de sa fille. Donc, il retrouve quelqu'un qui vient combler ce vide-là, et il retrouve aussi ce goût de l'enseignement auprès d'autres gamins. Et je me dis, bon, d'accord, voilà, j'ai l'impression que la logique émotionnelle, elle est plus là, du film, quoi. Mais en quoi est-ce que c'est pas juste un motif de plus, cette communauté rome qui est là mais tout en me disant ça, je me dis, mais en même temps, le regard qu'il porte sur ça, moi j'ai trouvé que c'était... il y a un regard très, très cru, très, très, très documentaire sur les camps de Rome et tout, qui est assez brillant, assez fort, parce que pas du tout, il est à la bonne distance, quoi. Il est pas dans le truc misérabiliste, il est pas dans le truc trop distant, genre je m'en approche pas. Il y a vraiment un truc très, 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 très juste, en fait, là-dessus. Mais j'ai quand même l'impression que c'est encore Vincent Lindon, superstar, qui fronce les sourcils et qui, au bout d'un moment, redresse les torts, quoi. Et au bout d'un moment, ça va. Parfait, merci beaucoup. On va passer au dernier film de cet épisode. C'est un gros morceau. On va parler de Dune, deuxième partie, de Denis Villeneuve. Je sais pas du tout comment faire la transition entre Vincent Lindon et Timothée Chalamet. Peut-être que vous trouverez pour moi. Mais voilà, donc Dune 2, c'est parti. Donc Dune 2 de Villeneuve, c'est une adaptation de la deuxième partie du premier tome de la saga de Frank Herbert. Et donc on va explorer beaucoup Timothée Chalamet, justement, qui va découvrir un peu la culture fremen et qui va devenir petit à petit une sorte de messie. Et je suis assez mitigée sur le film. Déjà, j'ai passé un bon moment devant, la photographie est très belle, techniquement le film est bien fait, mais ça s'arrête un peu là. C'est-à-dire que déjà, même si la photographie est très belle, il n'y a pas vraiment d'images qui m'ont marqué. Et c'est notamment dû, je trouve, à une mise en scène qui est assez pauvre. Parce qu'il y avait énormément de potentiel, ne serait-ce qu'en termes d'imagerie religieuse qu'il aurait pu utiliser. Il n'y a absolument rien. Il iconise quand même un peu le personnage, mais comme n'importe quel film iconise les super-héros ou les héros de leur histoire, et sans y mettre une connotation religieuse, contrairement à ce qu'aurait pu faire un Verhoeven dans La chair et le sang, par exemple, où pour le coup il jouait vraiment avec des iconographies religieuses. Là, c'est absolument pas le cas. Et ouais, j'ai trouvé qu'il y avait que c'était assez creux et assez vide en termes de mise en scène, ce qui est quand même assez dommage, surtout quand on passe après le film de David Lynch, qui avait beaucoup de défauts,
mais qui pour le coup avait vraiment des idées et de l'inventivité en termes de mise en scène. J'ai eu d'autres problèmes avec le film dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard, je pense, comme par exemple des questions d'adaptation. Je vais juste finir sur la mise en scène en disant aussi que les scènes d'action ne marchent absolument pas, je trouve, à un ou deux moments près qui font exception, mais globalement je trouve que il y a trop de cuts et ça, c'est assez brouillon et ça fonctionne pas, et le côté brouillon ne sert pas le film, parce que par exemple il y a parfois des films dont le côté chaotique des scènes d'action peut être utile et efficace, je pense par exemple à des films de Chayark, mais ici c'est absolument pas le cas, c'est brouillon et ça produit rien si ce n'est un détachement vis-à-vis de cette scène d'action. Alors je me permets juste parce que j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit et ce que je trouve intéressant. Tu dis que le film iconise justement Paul Atreides, Usul, Muad'Dib, etc. Timothée Chalamet, quoi. Il l'iconise à la façon des super-héros. Et en fait, je trouve ça vraiment pertinent parce que j'ai l'impression que on ne peut plus faire aujourd'hui à Hollywood, en tout cas dans les grosses productions, on ne peut plus faire de gros films qui ne ressembleraient pas à un Marvel, en fait. Et c'est ce que je ressens, c'est cette espèce de malaise, de petite pointe qui me titille à chaque fois que je vais voir un film comme ça, et c'est le cas avec Dune aussi. Il y a vraiment une marvelisation de la production, puisque c'est vraiment une esthétique, qui marche. C'est pareil avec les scènes d'action. Les scènes d'action, elles sont, comme tu dis, très cutées, très brouillonnes, et ça ressemble à des scènes d'action qu'on verrait dans un des Marvel récents, quoi. Et donc vraiment, c'est un truc que je me dis souvent, il ne peut plus y avoir d'accidents à Hollywood, c'est-à-dire des films qui sortent de l'ordinaire, des films qui vont être bizarres, des films qui sont très produits, mais qui en même temps sont des expérimentations un peu étranges, à la manière d'un Carpenter, par exemple, à qui on donne plein de budget pour faire The Thing en s'attendant à avoir le nouveau Alien et le nouveau Hit dans les années 80. Non, en fait, c'est un truc qui est bizarre, pessimiste et glauque, et effectivement, ça fait pas d'entrée. Donc bon, voilà. Et on en arrive progressivement à cette formule de Marvel, du MCU, et tous les films d'action, tous les films de science-fiction doivent ressembler à ça désormais. Donc, c'est-à-dire des mauvais films de super-héros. Et je pense que Dune, c'est sous ses abords de grands films d'auteurs populaires, c'est exactement ça. Et je trouve le film. Il y a aucune. Je l'ai vu il y a quelques jours, là, il y a une semaine. Aucune image ne m'en est restée. J'arrive même plus à distinguer le 1 du 2 dans ma tête. Tout se mélange. C'est vraiment un désert sans fin, tout plat. C'est. Donc moi je te rejoins vraiment là-dessus. En plus, je trouve que le côté de l'iconisation est assez questionnable, parce que Denis Villeneuve aime bien raconter en interview que lorsque le premier roman était sorti, il avait été mal compris, que le but c'est de critiquer justement le fait que Paul devienne une sorte de messie, et que les gens l'avaient pas compris ainsi, et que du coup Frank Herbert avait dû écrire une suite. Et Denis Villeneuve dit vouloir éviter de tomber dans le même travers, mais j'ai l'impression qu'il y tombe totalement, et que justement il y a cette iconisation de Paul, alors que son arrivée au pouvoir est censée être vécue comme quelque chose de dangereux, comme justement la prophétie est censée l'annoncer. Et donc je trouve que c'est assez questionnable. Et concernant le lissage, je trouve qu'on le voit aussi dans la religion, dans le traitement de la religion qui est centrale dans le roman et qui est très superficielle dans le film. Notamment, il y a des éléments qui peuvent relever du détail, mais par exemple la production a refusé qu'il laisse le mot djihad, qui est pourtant central dans le roman, et il est totalement effacé du film. Et il y a aussi le fait que la religion soit énormément traitée sous le ton de l'humour. Et ça, j'avoue que ça m'a pas mal questionné, parce que du coup les croyants sont perçus comme étant assez ridicules finalement. Et du coup, ça désamorce le côté dangereux de cette religion qui est en train de monter et la catastrophe qui est censée grandir. Normalement, lorsque l'on voit l'aspect religieux ressortir et les gens devenir de plus en plus fanatiques, dans le livre, on le ressent avec un peu d'inquiétude, avec un peu d'angoisse. On se dit que justement, on se rapproche de millions de morts. Et dans le film, on rit, on rigole. Et notamment avec le personnage de Stilgar, qui est là vraiment pour apporter de l'humour et être ridicule.
ce qui va aussi amener des incohérences au sein du film, sur le plan scénaristique. Je pense notamment à une scène où Paul Atreides qualifie Stilgar du meilleur d'entre nous. Dans le roman, oui, on ressent ce respect pour Stilgar, qui est le chef de clan. Dans le film, je trouve pas qu'on ressente ce respect. On trouve au contraire qu'il est ridicule et c'est assez dommage, je trouve. Je trouve qu'il a vraiment raté son traitement de la religion, qui aurait pu être très intéressant. Et il a raté à la fois scénaristiquement et dans la mise en scène, qui est assez vide. Moi, j'ai trouvé le film bon, bien mieux que le 1, personnellement, sur ça. J'ai trouvé que c'était un bon film. Et je trouve surtout que, pour revenir sur le côté ça ressemble au film Marvel, en vrai, je trouve pas... Enfin, c'est un peu ce qui est revenu aussi sur... mercredi, il y a eu un débat dans notre cours sur ce qu'il faut montrer au public. Et c'est vite devenu... est-ce qu'il faut lui montrer des blockbusters ou des trucs un peu différents ? Et Dune 2 est vite rentré dans la catégorie blockbuster classique. Et j'ai envie de dire, je trouve pas que ça ressemble à des blockbusters qu'on voit souvent, Dune 2. Enfin, je trouve pas que ça ressemble à des films Marvel, à des films Fast and Furious, à des films Transformers ou je ne sais quoi. Enfin, ça reste quand même différent, parce que vu le lore, l'imagerie, les scènes d'action. C'est quand tu vois des films avec des scènes d'action ultra surcutées, brouillis, avec la caméra qui bouge partout, on comprend rien ce qui se passe. Là, moi je trouve les scènes lisibles. Je trouve que notamment le combat de fin contre, j'ai oublié son nom, mais le personnage joué par Austin Butler, quand il affronte Paul Atreides, la scène marche, le combat est bien filmé. Il y a, avec cette image en plus au début où ils sont devant un horizon avec cet éclairage où on les voit juste ombragés et tout. Là pour le coup, moi c'est une image qui me marque. Bon, en tout cas pour l'instant. Je vais oublier, mais je trouve qu'il y a quand même quelques scènes comme ça où l'imagerie, notamment les couleurs sont vraiment belles, sont vraiment mises en avant. Après, je comprends qu'on puisse se dire, bah oui, t'as fait plutôt un joli film, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Moi, je suis un néophyte complet de Dune. J'ai lu ni les livres, ni vu le film de David Lynch. J'ai envie de voir la suite quand même, j'ai envie de voir où va aller Paul Atreides. Je trouve que, oui, il est iconisé. Il a ce charisme. Moi, je trouve Timothée Chalamet bon, et donc il fait vraiment peser ce personnage. Il l'élève vraiment comme le Messie du coup au niveau de tous les fidèles, mais il fait comprendre quand même que qu'il est pas sur le bon chemin, notamment avec le personnage de Zendaya, qui va probablement, je pense, du coup être opposé à lui. Et on comprend que ce qui est en train de faire Atreides, avec du coup cette guerre de l'espace qui s'annonce et qui va faire beaucoup de morts, c'est iconisé, mais ça veut pas. Je trouve qu'il montre qu'il est en train de devenir méchant, ou un méchant, c'est très manichéen. Mais à ce niveau-là, moi je trouve quand même que c'est un film qui se démarque de ce qu'on peut voir habituellement dans le cinéma hollywoodien. Bon, c'est pas une révolution, loin de là. C'est vraiment pas un film qui change les codes ou quoi, mais Denis Villeneuve a fait un bon travail, moi je trouve. Sur la question du fait qu'ils deviennent méchants, je trouve que c'est assez mal traité justement, parce que le film fait le choix de poser une situation où ils disent que si Paul va dans le sud, globalement il va y avoir des millions de morts. Et donc Paul dit j'irai pas dans le sud, et puis finalement il finit d'un coup par changer d'avis et se dire je vais dans le sud. Et du coup c'est très étrange. Et ouais, je trouve que ça typiquement c'est un choix d'adaptation, parce qu'il n'y a pas du tout cette dichotomie nord-sud dans le roman, et il y a au contraire cette idée que peu importe ce qu'il fait, la frénésie religieuse augmente, et même s'il mourait, ça en ferait un martyr et ça continuerait quand même. Donc il y a plus ces côtés inéluctables, et là on dirait qu'il veut éviter ça, mais au final il choisit d'un coup, et je trouve que c'est assez étrange. Après sinon tu as quand même dit que Timothée Chalamet jouait très bien, et effectivement les acteurs jouent globalement très bien, c'est le cas de Zendaya aussi, mais j'ai quand même un peu de réserve sur notamment Dave Bautista, qui ne peut pas faire une phrase sans crier. Et ce qui est quand même un grand cliché des méchants, ce qui rejoint un autre cliché d'ailleurs, c'est que les Harkonnen,
tous les Harkonnen qu'on voit dans le film, c'est à la fois le baron, Fedretta et le personnage incarné par Dave Bautista, toute leur première apparition, on les voit tuer quelqu'un qui est censé être sous leurs ordres. Et ça, j'avoue que c'est un cliché de méchant qui est assez fréquent, que je trouve assez fatigant, et surtout quand on le voit 3 fois dans le même film. Et sachant que dans le premier film, il y avait déjà ce cliché, donc on voyait déjà le baron tuer des gens, et donc ouais, je trouve que c'est assez peu subtil. Ah ouais, si on doit continuer sur les méchants, je vais intervenir, parce que... Oui, enfin, c'est les Harkonnen, c'est fatigant, quoi. Avertissement, j'ai pas lu les romans non plus, mais alors de ce que j'ai compris, les Harkonnen, c'est une maison qui s'étale dans le faste, dans la richesse, dans un peu le capitalisme à outrance en soi, et je trouve ça étonnant de représenter ça déjà esthétiquement sous la forme de lignes très brutes, très épurées, comme si on voulait en faire en fait des sortes de fascistes, de nazis, un peu à la Star Wars, tout ça. Alors que peut-être juste montrer des gens super riches, outrageusement riches, ça aurait été suffisant à mon avis, et même peut-être plus pertinent, parce que oui, le capitalisme exploite pour le coup dans ce cas-là les planètes qui ont de la ressource sans aucune considération pour les peuples natifs. C'est pas forcément l'apanage des fachos-fascistes, quoi, on va dire. Et oui, le côté on tue systématiquement les gens sous nos ordres, c'est bon, on n'est plus dans Star Wars, quoi. C'est plus la peine de faire ça pour montrer qu'un personnage est mauvais ou qui va apporter de l'antagonisme dans le film, quoi. Et puis, encore esthétiquement, en mode la planète des méchants, elle est en noir et blanc. Oh non, mais c'est trop subversif. Non, mais attendez, quoi, ils sont vraiment super méchants en fait. Et ouais, c'est très. J'ai trouvé ça très grossier. Plus sérieusement, il y a des choses vraiment des ressorts narratifs et esthétiques assez grossiers dans le film, comme en fait on peut assez clairement voir du coup le moment où Paul devient vilain, méchant. C'est le moment où il se met à crier en fait. Pareil, il se rend compte qu'il est descendant de, je vais pas trop en raconter, mais il se rend compte qu'il est génétiquement méchant ou je sais pas quoi. Il se met à crier, à insulter les gens. Je trouve ça vraiment vraiment très grossier. Puis aussi, je me demande si on a vu le même film, parce que les scènes d'action, tu les trouves bien. Pour moi, elles sont tout à fait cutées. Le combat de fin, j'ai même pas compris qu'il se fait blesser à un moment parce qu'il se retrouve avec du sang sur le visage. À un moment, c'est tellement confus que comment il est arrivé là, ce sang. Et je comprends qu'il y a besoin de doublure cascade pour les acteurs qui ne font pas leur cascade eux-mêmes, mais c'est compliqué, quoi. Et ouais, il y a vraiment plein de trucs qui me gênent beaucoup avec ce film-là, et il y a aussi ce manichéisme vraiment vraiment vénère qu'on voyait aussi déjà dans le premier film, et ça me gêne d'autant plus que j'ai pas l'impression que dans le roman originel il y avait quelque chose d'aussi radicalement marqué avec méchant gentil. Pour moi, c'était vraiment, en tout cas c'est peut-être moi qui fantasmais des trucs autour du roman, mais je me l'imaginais vraiment comme une espèce d'étude presque sociologique et historique d'un monde ultra capitaliste, et avec toutes ces évolutions au cours des siècles et tout ça, quoi. Et aussi avec un discours sur l'inéluctabilité, voilà, c'est ça, et le danger, ouais, du fanatisme, en fait. Et j'ai l'impression que le roman, du coup, a été pressé pour en sortir une matière assez insipide, pour le coup. Et j'aime pas utiliser des superlatifs comme ça d'habitude pour parler des films. Et j'aime pas non plus dire que tel film est une mauvaise adaptation et tout ça, mais je pense que le respect de l'œuvre et le respect de l'auteur originaux sont quand même des éléments importants à prendre en compte. Et bon, si le film est une bonne adaptation, je suis pas sûre d'avoir envie de lire les romans, du coup, mais voilà. Bah oui, pareil, aussi mitigé, partagé, même si je l'ai aussi préféré par rapport à la première partie. Visuellement, bah oui, l'image, les couleurs, les costumes, vraiment sont très séduisants.
Aussi les sons intradiégétiques, je trouvais qu'ils marchaient très bien. Par exemple, le petit appareil là pour appeler les vers, vraiment avec ce son sourd qui, je trouve, donne du charme au film et son univers. Donc ça marchait. La scène que j'ai le plus, on va dire, qui m'a plus frappée, c'était celle de la reine. Même si oui, c'était un peu peut-être un peu fort et grossier le blanc et le noir. Moi, je trouvais que justement que c'était très beau. C'était vraiment un noir profond et un blanc presque éblouissant. Donc, je trouvais que ça marchait bien avec aussi ces espèces de créatures, espèces de diables là, qui faisaient des cliquetis. Je trouvais que c'était très, enfin ça faisait, ça nous importait dans un univers. La musique aussi, donc qui est toujours aussi iconique, on va dire, on aime bien la retrouver, qui a peut-être été un peu trop utilisée, par exemple pour la scène où donc Paul tombe dans cette espèce de coma ou petite mort après avoir bu l'eau de vie, et quand il réouvre les yeux, il y a vraiment ce gros son qui est peut-être un peu trop lourd sur cette scène-là. Et oui, pareil, ouais, le manichéisme des personnages, peut-être limite... Jessica, limite, je la préférais parce que justement, elle devient méchante, mais oui, c'était un peu brusque aussi. Et oui, ouais, ça va très vite, donc ce qui fait qu'on s'ennuie pas au bout de 2 heures, on s'ennuie pas, enfin plus de 2 heures, on s'ennuie pas, mais on n'a pas le temps vraiment de s'attacher au personnage. Et donc oui, la scène de fin, moi je l'ai pas non plus trop aimée. Parce que quoi qu'il arrive, on s'en fiche un peu. Enfin, oui, il se fait mal, on est non. Mais ouais, c'est pareil. Ouais, la chorégraphie qui était un peu aussi brouillon. Pas trop compris qui donne le coup à qui, comment ça se passe, mais oui. Du coup, concernant le manichéisme, dans les romans, il y a cette idée de manichéisme de prime abord où c'est vraiment, on dit les Harkonnen, c'est des méchants, ils ont des mauvaises valeurs, ils ont aucune morale, etc. Alors que les Atreides, ils sont justes, ils sont honnêtes, etc. Sauf que justement, l'intérêt du roman, c'est aussi de montrer que ça, c'est les illusions. Et au final, c'est plus compliqué que ça, c'est plus ambigu. Là où le film reste beaucoup dans cette dichotomie manichéisme. Et sinon, il y a un autre problème concernant l'adaptation, c'est que dans le roman se déroule sur plusieurs années. Là, les 2 films réunis, ça dure même pas 9 mois, parce qu'on sait qu'au début du premier film, Jessica est enceinte, et à la fin du deuxième, elle n'a pas encore accouché. Donc on sait que c'est très condensé. Ce qui veut dire qu'en quelques mois, les Fremen arrivent à reconquérir une grande partie de la planète, puis finissent par la reperdre, puis la reconquièrent une nouvelle fois. Il se passe quand même beaucoup de choses politiquement en 9 mois. Dans le même temps, en 9 mois, du coup, Paul a le temps d'apprendre tous les us et coutumes des Fremen. Enfin, il y a des questionnements à ce niveau-là. Et concernant justement la scène, effectivement, dont tu parlais, où Paul boit l'eau de vie et finit par mourir pendant approximativement 15 secondes avant de rouvrir les yeux, un des problèmes que j'ai aussi avec cette scène, c'est comment est-ce qu'il le ressuscite. C'est vraiment... Zendaya pleure, ils lui mettent une larme dans la bouche et il ressuscite. C'est... Ce qui est trop fort. Ah, mais une résurrection par l'âme de Zendaya, enfin, je sais pas. Cette idée de ressusciter par l'amour, à la limite, il y avait déjà ça dans Matrix et ça marchait déjà un peu mieux. Ici, ça n'a aucun sens, surtout que le film a quand même l'ambition d'être... Enfin, l'univers de Dune a quand même l'ambition d'être assez terre-à-terre, assez rationnel. Et donc là, ça marche... Enfin, je trouve que ça marche assez peu. Et c'est assez dommage. Ah oui, sur le côté terre-à-terre, Frank Herbert, je l'ai appris récemment, c'était un environnementaliste. Genre, il était à fond sur les systèmes biologiques et tout ça. Et du coup, il a vraiment construit tout un système, un écosystème d'Arrakis qui fait que la planète fonctionne et qu'elle pourrait fonctionner si elle existait. Donc, c'est vraiment ultra vénère comment il construit son univers, de ce que j'ai compris. Ce qui du coup rend d'autant plus bizarre le fait de ressusciter magiquement avec des larmes. Ceci dit, par contre, mais je pense que pourquoi la scène ne marche pas, c'est qu'il y a tout un côté sur lequel fait l'impasse Villeneuve et qui est très présent dans le bouquin, c'est la dimension mystique. Tu disais tout à l'heure, voilà, le côté religion, on peut pas trop voir la dangerosité parce qu'en fait ils ont l'air d'être ridicules, mais je pense que dans Dune, le bouquin, et puis même de toute façon c'est aussi vrai dans la vie, hein, c'est qu'il y a 2 choses à distinguer, il y a la foi et la religion. Et c'est vrai, autant moi je suis pas trop versé là-dedans, mais autant Dune, moi je sais que ça m'avait beaucoup marqué parce qu'il y a une approche mystique très très forte et dans lequel l'auteur il croit à fond. Et moi je sais que j'avais détesté le premier et le deuxième pour ça. Tu dis mais que tu peux pas faire Dune si tu n'as pas la croyance dans un monde invisible. C'est pour ça que
même Lynch, si c'est un nanar, ça sera toujours mieux parce que Lynch, il croit au monde souterrain. Il croit qu'il y a des forces qui sont cachées. Voilà, il croit à cette chose-là. Il est capable de les figurer ou en tout cas de les laisser suggérer. Villeneuve, au contraire, lui, il est très cartésien. C'est quelqu'un qui est très cartésien et toutes les intrigues politiques et tout ça, il est plutôt à l'aise là-dedans. Dire la religion c'est mal, la science c'est bien, il est très fort là-dessus. Enfin, en tout cas, il est cartésien, quoi. Mais si tu peux pas faire Dune, si tu ne manipules pas toute cette ambiguïté-là qui est dans le bouquin, qui va te dire en même temps, la religion, c'est craignos, tu vas devenir un foudre de guerre, et en même temps, tu es porté par une mystique qui va te dépasser en tant qu'être humain. Et c'est un truc complètement paradoxal, mais qui fait partie du livre, qui fait partie, pas que de ce livre-là d'ailleurs, hein, mais de beaucoup d'interrogations de récits de science-fiction ou pas. Et Villeneuve, il n'aborde pas ça. Il va faire l'impasse sur le mot djihad, on peut le comprendre politiquement, mais qu'il fasse l'impasse sur ce côté, cette dimension mystique, magique et de pure foi qui a la vraie question centrale qui est celle de Paul Atreides et compagnie. Là, c'est vraiment, c'est pas possible. Enfin, pour moi, il y a une vraie malhonnêteté ou une vraie trahison. De pas être là-dedans, quoi. Donc du coup, quand tu te retrouves avec une scène qui est objectivement magique, genre quelqu'un ressuscite à cause d'une larme, tu dis non, ça marche pas dans l'univers. Alors que dans Matrix, c'est très rationnel, Matrix, parce que c'est un univers de 0 et de 1, mais il y a une mystique dans Matrix. Il y a une mystique auquel croient les Wachowski, et ça se ressent. Donc du coup, la scène, elle est très irrationnelle, mais ça fonctionne, quoi. Aussi concernant la politique, la solidité politique sur la politique et la religion du roman, c'est aussi parce que ça se construit dans la durée. Typiquement, la scène où Paul est dans une sorte de mort, elle dure plusieurs semaines et du coup tout le monde se dit c'est bon, il est mort, et du coup quand il rouvre les yeux, c'est vraiment impressionnant. Là où il ferme les yeux 15 secondes dans le film et ça fonctionne pas. Pareil pour l'évolution, ça permet de montrer l'évolution progressive de la religion, mais aussi toute la géopolitique, etc. Et là, ça fonctionne pas du tout dans le film parce que tout est trop rushé, tout est trop superficiel. Moi, je pense que du coup, j'ai mis trop peut-être des choses qui sont des défauts du film sur le fait que j'avais complètement oublié le 1. Et du coup, il y a certains trucs que je comprenais pas, comme la scène où il ressuscite, pareil, la scène où c'est sa mère qui boit le liquide et tout, où je comprenais rien. Et je me disais, en fait, c'est juste que j'ai dû louper un truc ou c'est ma faute en gros. En fait, peut-être que du coup, oui, c'est un défaut du film. J'avoue que si tu dis que dans le livre, c'est 2 semaines qui reste mort. Plusieurs semaines, je sais pas, mais c'est un long moment. J'avoue que ça aurait été mieux du coup techniquement. Donc peut-être que le film est moins bon que ce que je pensais, je ne sais pas. Moi, j'aimerais revenir aussi sur la pire scène du film où j'ai vraiment rien compris, et là je sais que c'était de sa faute. C'est quand il part dans le sud, donc juste avant il dit que non. Au final il y va et il y a la pote de Zendaya qui se retrouve capturée sans qu'on comprenne pourquoi. J'ai rien compris, j'ai pas compris pourquoi elle est restée en retrait. Et du coup elle meurt et plus personne en reparle, jamais. Alors qu'elle était plutôt présente, elle était tout le temps là avec Zendaya et ils avaient l'air d'être très amis. Elle meurt et c'est fini. Dans le film ils disent juste que c'est une éclaireuse qui est restée en arrière pour voir probablement la progression, mais on sait pas, on dirait presque qu'elle s'est laissée capturer, c'est un peu étrange. Ça a servi littéralement à rien, genre ils sont tous partis, ils savaient où étaient les Harkonnen, ils savaient qu'ils étaient là, qu'ils arrivaient. Et c'est sa mort, et surtout pourquoi personne n'en parle, pourquoi personne n'est triste, pourquoi Zendaya elle est pas en mode putain ma pote quoi, c'est trop bizarre je trouve, parce qu'on nous montre et du coup ça me fait penser, c'est un peu genre de la sororité de comptoir, parce qu'on les montre ensemble, on les montre très liés, très 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 proches et tout ça, elles se soutiennent, elles rigolent ensemble et tout ça, et à la fin l'autre est plus là, ça change absolument rien, Zendaya elle est toute seule, et du coup mais quel intérêt de montrer ça en premier lieu en fait, si c'est pas pour montrer que du coup la perte de la sororité ou même la perte d'un membre du groupe, c'est pas un drame en fait, ça n'a aucune incidence quoi, c'est trop bizarre je trouve, je suis d'accord. Je pense qu'il savait pas quoi faire du personnage dans le futur, il s'est dit
je vais m'en débarrasser, mais c'est vrai que le fait que personne n'en parle, ça rend le truc juste trop bizarre. À la limite, tu l'as fait mourir et je sais pas, tu montes Zendaya en train de pleurer, s'énerver, bon bah ok, là tu dis que ça a une incidence, ça fait quelque chose. Là, tout le monde s'en fout et j'ai trouvé ça trop bizarre et ça m'a marqué. Pourquoi t'as fait ça, Denis ? Et sinon, je voulais revenir sur le côté manichéen. Peut-être qu'il va développer ça plus tard. Parce que je sais pas s'il veut. Il y a 6 livres, je crois. Je sais pas s'il veut tout faire, Denis Villeneuve, ou si les producteurs veulent tout faire. Mais je suppose que ça prend du temps. Et si là, c'est un seul livre en 2 films. Bon, après, c'est vrai que du coup, il n'y a aucun indice sur sur des possibles nuances. À part peut-être. Je trouve qu'il y a une bonne scène, c'est Austin Butler quand il se bat entre guillemets, parce que du coup c'est plus une exécution qu'autre chose, où les prisonniers sont drogués et sont mis dans l'arène. Et au final, il y en a un qu'ils n'ont pas drogué et qui est un des plus forts Atreides. Et ça devient un vrai combat. Et à un moment, il y a un garde du coup qui essaie d'intervenir parce qu'ils veulent pas ils sont censés protéger Austin Butler. Et il s'énerve. Il est là en mode non, laisse-le-moi. T'avises pas d'intervenir parce qu'il veut un vrai combat. Il est content de se battre. Donc ça laisse un peu une comment dire, un peu d'honneur, tu lui montres un peu... Moi j'y vois plus une forme de machisme en vrai, c'est même du masculinisme en fait, c'est genre l'honneur, l'honneur, on pourra en parler, hein. Mais pour moi c'est pas positif, hein, cette scène, ça montre juste que le type a vraiment une sorte de fierté mal placée, quoi, même, et qui veut prouver quelque chose à tout le monde ou à son oncle, ou alors montrer que c'est lui le plus fort, mais pour moi ça en fait pas plus un personnage nuancé, quoi. Bah, je dis pas que ça le rend... parce que oui, c'est ça, dans le reste du film, ça reste un méchant très très méchant. Donc en soi, je disais juste, du coup, ça, pour moi, quand dans leur comportement en général, ça va être des gens qui vont aussi être lâches et pas loyaux, fourbes, donc ils vont pas se battre correctement. Et là, que le montrer en mode il veut un vrai combat, bon, peut-être du coup c'est pas du tout le but, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était le seul moment où il est un peu ça sort un peu du personnage juste méchant et voilà. Après, j'ai quand même l'impression que cette scène est là pour montrer qu'il sait bien se battre, qu'il est dangereux. Et c'est du coup un peu bizarre qu'on le montre se battre contre 2 drogués et quelqu'un qui a pas mangé depuis probablement pas mal de jours. C'est un peu étrange. Je sais plus comment c'était dans le roman, mais il me semble qu'on ressentait déjà un peu plus le danger. Après, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a quand même en termes de mise en scène, vraiment, il y a rien. C'est vraiment ça qui ça me choque à quel point il y a rien. Alors qu'il y avait tellement de potentiel. Ne serait-ce que les visions de Paul, c'est le moyen de faire des trucs assez originaux et qui puissent être un peu expérimental limite, et que ça passe parce que c'est des visions. Et là non, il y a rien. Il y a une vision, on nous la montre 15 fois. Il y a juste sinon, et c'est vraiment un plan en plus, la vision. On a aussi un plan pour teaser Anya Taylor-Joy dans le prochain film. C'est très pauvre quand même. Pareil pour la scène où il monte sur un verre. C'est une scène qui est censée être assez impressionnante, qui est censée être un pivot. C'est très peu impressionnant finalement comme scène. Et c'est assez... c'est pas marquant. Et je trouve ça assez dommage. Alors que pourtant, c'est le genre de scène où il y a un potentiel en termes de spectaculaire, où ça représente un peu à la fois le fait qu'il devienne vraiment un Fremen, mais en même temps, c'est aussi un peu une figure mystique et tout. Et au final, c'est une scène assez banale dans le film. Est-ce qu'on a fini ou est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Peut-être quelque chose de positif, je sais pas. Les costumes sont plutôt bien. Oui, c'est vrai. Je pense notamment dans l'arène, justement, dans la scène de l'arène, on a des gardes qui entourent les combattants, qui ont une tenue assez particulière, qui a un côté un peu haute couture limite, qui est assez intéressant. Ouais, j'ai bien aimé les costumes aussi. Après, il y a encore un truc négatif, mais justement, je trouve qu'il y a un côté très haute couture, surtout chez les Bene Gesserit en vrai, mais j'imagine que c'est un peu normal, mais surtout, c'est un côté on va pouvoir porter ça sur le tapis rouge, quoi, c'est cool et tout. Mais bon, je suis peut-être juste aigrie, hein, je sais pas.
Non, juste pour le plaisir, moi s'il fallait finir sur une note positive, la première scène elle est bien. Moi j'ai halluciné de me dire, putain, elle est incroyable, la première scène de l'assaut dans le sable. C'est une vraie scène d'action. Et je pensais pas que Denis Villeneuve, moi que je prends vraiment pour un mec qui sait pas mettre en scène, c'est juste incroyable, qu'il arrive à faire une scène où il y a un enjeu, où il y a un sens de la topographie, un sens du spectacle, une économie de moyens et en même temps un peu de générosité. Quand t'as la troupe là, qui marche et tout ça, tout fonctionne. Je me dis putain, ça se trouve ça va être bien. Et en fait non. Voilà. Bien, merci pour cette note. Ah, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. En soi, c'est plus une blague qu'autre chose parce que c'est malgré le film. Mais je trouve le mème de Javier Bardem qui crie Lisan Al-Gaïb constamment, je le trouve très drôle. Et sinon, pour finir sur un peu du positif, en vrai, moi j'ai passé quand même un bon moment devant le film. Mais c'est vrai qu'il est assez vide, il y a un peu rien. Et je passe un bon moment, mais j'en retire rien. Et le film est assez vite oublié finalement. Alors que je l'ai vu 2 fois. Est-ce que quelqu'un veut rajouter une blague ou quelque chose Est-ce que quelqu'un a envie de voir le film déjà? Pour ceux qui n'ont pas vu, je ne sais pas. Alors moi personnellement, ça m'a pas spécialement donné envie de voir les films, mais ça m'a donné envie de lire les livres. Les livres sont très bien. Oui, moi aussi j'ai encore plus envie de les lire. Et le film de David Lynch est intéressant aussi. Il y a pas mal de défauts, notamment techniques, mais il y a de très bonnes idées et plus de plans marquants que dans les 2 films de Villeneuve réunis. Sinon, vous pouvez toujours retrouver le Dune de Jodorowsky. Ah non, en fait, bon, tant pis. Et je crois que c'est sur cette note-là qu'on va terminer. Merci à tout le monde d'être venu et d'avoir si bien parlé. Et puis, on va peut-être... est-ce qu'on tease les événements spéciaux qui arrivent à l'Arvor bientôt ? Alors, déjà, je crois que c'est ce dimanche. Je sais pas si l'épisode va sortir à temps, mais... ce dimanche, dans Cinévorax, ce sera La Nuit du Chasseur de Charles Houghton, donc un film inoubliable pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, pas par cœur. Demain, il y a un film sublime. Demain à 17h, il y a le Dersu Uzala d'Akira Kurosawa, le film. Donc son film russe, le film que la Russie lui avait commandé, l'URSS lui avait commandé quand il était en mauvaise passe au Japon. Et c'est un film absolument sublime. Je vous encourage à vraiment aller voir. Ça fait partie de tout de films survivalisme dans la taïga, quoi. Enfin, pendant 2 heures, juste l'histoire d'amitié entre 2 potes, c'est jamais chiant. C'est un film qui est bouleversant. Donc ouais, et allez-y. Dans les nombreux événements qu'on a, il va y avoir Le Voyeur, mais c'est pas tout de suite, de Michael Powell, qu'il faut vraiment voir. Et ça, je pense que ça va être intéressant de voir ça aujourd'hui, parce que c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui tue des femmes avec sa caméra. Et à mon avis, ça va être assez intéressant d'analyser ce film-là, de le regarder avec un regard d'aujourd'hui. On va avoir Evil Dead 2 aussi le 27 mars, mais ça, c'est toi qui en parles, Clémence. Oui, tout à fait. Le Evil Dead 2, donc, qui s'inscrit dans le cycle Faites le mur, un ciné-club lycéen ouvert à tous, mais à la base conçu pour les lycéens du lycée où je travaille. Et donc, cette année, on a un thème un peu cinéma angoissant, avec toute une déclinaison de films qui ont fait peur ou qui vont plus vous traumatiser en étant enfant. On a eu le mois dernier, c'était L'Histoire sans fin. Peut-être que vous vous dites mais pourquoi L'Histoire sans fin ? Et justement parce que c'est un film traumatisant pour beaucoup de gamins, donc c'était intéressant de le mettre. Et ce mois-ci, 27 mars, on aura Evil Dead 2, le monument, qui je pense pour le coup va traumatiser beaucoup de lycéens. J'ai très hâte. Merci à toutes et à tous. On se retrouve à la prochaine édition. Voilà. Merci. Au revoir. Vous lisez les critiques, monsieur ? Non. Alors ? Comment faites-vous pour choisir un film ? Comme je choisis une femme, en prenant des risques.